Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, notre invité Alain Tianlang, président du Conseil général. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Focus. Beaucoup de sujets d'actualité qu'on va commenter, que vous allez commenter. Mais dans un premier temps, parlons du budget. Le budget du Conseil général, 438 millions d'euros. Un budget qui augmente, mais ça ne suffit pas pour couvrir les charges apparemment. Vous dites souvent, qu'on fait avec les moyens du bord. Pourquoi le Conseil général est toujours en train de réclamer, en tout cas c'est l'impression qu'on a, est-ce que c'est vous qu'on essaye de bloquer, on vous empêche de travailler, d'autres collectivités ont moins de problèmes, on va en parler, même si ce ne sont pas les mêmes missions. Pourquoi on a cette impression-là, chaque fois qu'on vous voit dans les médias, il manque des sous, il manque des sous, il manque des sous? Non, ce n'est pas une impression, c'est de ma responsabilité que de le dire. Cela découle d'une réalité qui, ça a toujours été le cas, qui elle-même découle du transfert des charges, et je pèse mes mots lorsque je dis charge, je ne dis pas compétence, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, lors du transfert de certaines charges lors de la première phase de la décentralisation, ce qu'on appelle le premier acte, il était prévu que les moyens suivent. Et donc cela a même été inscrit dans la Constitution, sauf que ce n'est pas le cas. C'est ainsi que depuis quelques années, en tout cas même avant que je sois président du Conseil général, mes prédécesseurs n'ont eu de cesse que d'interpeller le gouvernement sur cette affaire. Donc nous avons pris à bras le corps cela parce que c'est notre réalité, et il est important de le rappeler parce que pour faire tourner la baraque, il faut qu'il y ait donc les finances qui suivent, ce qui n'est pas le cas. C'est ainsi que depuis que je suis moi-même en place, à la tête de la collectivité départementale, j'ai entamé une procédure, une démarche avec mes collègues des départements de France, au sein de l'Assemblée des départements de France, et nous avons saisi donc le Conseil d'État sur la base de questions prières de constitutionnalité. Nous n'avons pas eu gain de cause, sauf que nous ne baissons pas les bras. C'est ainsi que face à cette demande récurrente que nous avons à chaque fois, à chaque budget, c'est ainsi que nous avons pu bénéficier en 2011 d'une aide exceptionnelle de l'ordre de 11 millions d'euros. Et puis bien sûr, l'année dernière, d'une aide exceptionnelle de l'ordre de 6 millions d'euros. Vous dites bien exceptionnel, on a l'impression que ça arrive comme un cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau. Pourquoi je dis exceptionnel? Parce que ça fait exception à la règle. On n'aurait pas dû avoir d'aide exceptionnelle. On aurait dû avoir nos transferts auraient dû être suivis à l'euro près, ce qui n'est pas le cas. 438 millions d'euros. Pour éclaircir un petit peu le téléspectateur, il faudrait combien d'euros, combien de millions d'euros pour que le Conseil général puisse fonctionner normalement comme un Conseil général de France, de Navarre? Eh bien, à la fourchette comme ça, je vous dirais le double. Population, bien sûr. Parce que nous avons énormément de missions qui sont insuffisamment accomplies. Nous avons des choses que nous ne pouvons pas faire, notamment si je prends le cas de l'enfance en danger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget total, en tout cas le coût de revient sur le budget du Conseil général, c'est de l'ordre de plus de 35 millions d'euros. Quand j'intègre la masse salariale des agents qui y travaillent. Ce qui est énorme, ce qui me ramène à dire qu'un enfant placé coûte au contribuable par mois près de 5 000 euros, ce qui est énorme. Donc aujourd'hui, nous avons des décisions, des mesures que prennent les juges et que nous ne pouvons pas appliquer. Puisque je l'ai rappelé moi-même dans le discours face au président de la République, nous avons près de 153 assistants familiaux. Et lorsque vous connaissez la problématique financière, pour embaucher, il faut de l'argent. Donc aujourd'hui, j'ai près de 800 enfants placés qui sont sous la responsabilité du président du Conseil général et non pas de la collectivité, puisque le législateur a prévu que c'est le président du Conseil général qui devient pratiquement le père de ces enfants. Et dernièrement, on a parlé du cas du petit Jimmy, mais je veux dire par là que des petits Jimmy, nous en avons pratiquement tous les jours. Tous les jours, on l'a vu avec. Voilà. Avec ce cas-là a été médiatisé, mais nous sommes toujours à la traîne, en train de courir derrière des décisions qu'il faut prendre. Et la force est de constater que là, nous sommes sur un domaine où vous ne pouvez pas prévoir que vous aurez des enfants à placer, et nous sommes toujours là à la traîne, à essayer de trouver des solutions avec les partenaires, notamment avec le parquet, avec l'ensemble des autres partenaires, pour faire en sorte à ce que ces enfants soient pris en charge le plus efficacement possible. Donc aujourd'hui, par rapport à cela, je tiens à signaler quand même
que nous sommes face à un problème parce que nous avons aujourd'hui des enfants qui sont considérés comme étant incasables. Ce sont des enfants qui souffrent de troubles comportementaux, qui nécessitent une prise en charge pédopsychiatrique. Et face à moi, eh bien, je n'ai pas de réponse. Et dans la mesure où le Conseil général n'assure que la prise en charge sociale, eh bien, si je ne peux pas mettre ces enfants dans un réseau coordonné de prise en charge, c'est comme si nous nous étions lavé les mains pour les essuyer par terre. On a bien compris la problématique. Pas de rumeurs dans Focus, que de l'info. On vous accuse de faire des contrats à tour de bras au Conseil général et d'augmenter le trou de la dette de la collectivité. On cherche à vous déstabiliser. Pourquoi? D'où viennent ces rumeurs-là? Alors, ce sont des rumeurs sans doute qui découlent du rapport de la Chambre régionale des comptes, qui donc a rendu public, et c'est un rapport que tout le monde peut trouver sur le site www.ccomptes.fr. Donc ce ne sont pas des rumeurs. Voilà, donc ce ne sont pas des rumeurs. Tout simplement, comme je l'ai dit, j'assume. Lorsque le Conseil général construit un collège, il ne le fait pas tourner avec de l'eau. Donc ce qui est dit là, c'est qu'effectivement nous avons toute une série, et c'est bien pour ça que je vous parlais, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on vous transfère des charges, vous devez avoir les moyens de les assumer. Aujourd'hui, nous avons des collèges qui sont en construction. Quand ils sortiront, ils devront fonctionner avec du personnel enseignant que le rectorat met donc au sein de ces collèges, mais notamment aussi avec du personnel TOS qui doit assurer l'entretien et les conditions d'accueil de ces élèves en termes d'hygiène et de sécurité. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, puisque si je fais allusion à la Chambre régionale des comptes, c'est que j'ai été auditionné moi-même par le magistrat de la Cour de la Chambre régionale des comptes sur cette situation. Et comme je lui ai dit, il y a des recommandations qui relèvent de la réglementation, ça je l'entends, par contre il y a des recommandations qui relèvent de la politique. Donc ce que le magistrat n'a pas mis, qui faisait partie de notre discussion, c'était aussi de diminuer la charge du département en n'attribuant pas les 40%. Donc je lui ai fait savoir que ça c'était un choix politique et qu'il était inconcevable pour moi de dire demain à nos agents du département que vous ne serez plus bénéficiaires des 40% tout en sachant que cela est lié au coût de la vie. Donc pourquoi je dis ça? Parce que assez souvent on peut prendre cela comme étant une convocation devant un juge, vous êtes mis en examen, là ce n'est pas le cas. La Chambre régionale des comptes a ses activités de contrôle, comme on contrôle tout. La Chambre régionale des comptes, je rappelle que c'est un contrôle qui a duré 1 an, qui s'est terminé en fin d'année 2012. Le rapport a été rendu public cette année. Et voilà. Et donc, j'invite chacun à aller sur le site des finances publiques. Je répète encore, c'est www.ccomptes.fr, ce qui permettra à chacun de se faire une idée. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire par là, c'est que dans ce rapport, vous n'avez aucune remarque sur la façon de gérer des élus. Vous avez des recommandations d'ordre réglementaire où il y a des lignes comptables où il ne faut pas utiliser telle ou telle ligne, etc. Mais vous n'avez rien dans ce sens. En tout cas, si tel était le cas, vous me connaissez, on aurait créé ça sur les toits et tout le monde l'aurait su. Et vous serez venu dans le Focus pour vous expliquer. Tout à fait. On dit que ça peut poser problème pour la collectivité unique. Comment ça se prépare, cette Non, ça ne peut pas poser problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un fantasme intellectuel qui tente à donner des inquiétudes, qui tente à mettre les agents dans des situations anxiogènes. C'est vrai qu'on ne vous a pas entendu là-dessus. Donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des lycées qui fonctionnent avec des agents TOS qui proviennent de la région. Vous avez des collèges qui fonctionnent avec des agents TOS qui proviennent du Conseil général. Exact. Au lendemain de l'élection du président, le lundi qui suit, les lycées devront fonctionner, les collèges devront fonctionner. Lorsque je vous dis que les collèges sont insuffisants, il est clair que le personnel qui est dédié à l'activité actuelle ne pourra pas être divisé en 2 ou en 4 pour aller dans des lycées et dans des collèges. Ce qui veut dire par là que nous n'avons pas à nous inquiéter de la façon dont les agents seront. Nous avons à nous inquiéter des moyens qui seront mis à la disposition de cette collectivité. Les moyens qu'autre chose. Voilà, pour pouvoir assurer les missions. Lorsque je vous parlais tout à l'heure d'assistants familiaux, je rappelle que chaque semaine, le nombre d'enfants que je dois placer, que je dois prendre en charge, augmente. Avec qui nous le faisons? Avec des assistants familiaux qu'il faut embaucher. Donc aujourd'hui, c'est une sorte de débat intellectuel qui tend plus vers le fantasme, vers rendre voilà. Et ce que je dois vous dire, c'est que demain, l'exécutif est en place, il aura à faire la même démarche que moi, réclamer des moyens supplémentaires pour assumer les missions. Nous sommes dans un département où vous avez une démographie qui explose.
ce qui n'est pas le cas ailleurs. Aux Antilles, on ferme des écoles, on ferme des collèges, ce qui n'est pas le cas. Donc, je mets à défi quiconque de me dire que demain, les agents qui seront là seront suffisants. Je vous dis aujourd'hui que ces agents ne seront pas suffisants. Au moins, vous avez entendu là-dessus. Voilà. Je repose la question, est-ce que la collectivité unique se prépare dans de bonnes conditions? La collectivité unique se prépare. Se passe bien. Le temps des débats politiques est passé. Oui. Aujourd'hui, nous sommes face à une mise en œuvre, en tout cas, une mise en œuvre des conditions nécessaires à ce que l'exécutif qui sera en place puisse continuer l'action publique et que l'action publique ne souffre pas de discontinuité. C'est le cas d'un travail que nous avons notamment sur le logiciel à harmoniser pour faire en sorte à ce qu'au 1er avril, tous les agents soient payés et à harmoniser en tout cas tout ce que nous devons harmoniser en termes de logiciel, en termes de dispositifs pour faire en sorte à ce que les opérateurs qui ont des contrats avec la région, ceux qui ont des contrats avec le Conseil général puissent être payés. Donc nous en sommes là à minima. Et puis bien sûr, quand on parle aussi d'organisation, là aussi c'est un débat que nous ne pouvons pas avoir actuellement puisque l'exécutif qui sera là aura la charge d'organiser son administration puisque cet exécutif devra bénéficier donc des commissions paritaires qui, dans un premier temps, puisque je le rappelle, j'avais moi-même posé cette question, est-ce qu'il y aurait eu des élections professionnelles cette année, puisque les élections, c'est tous les 6 ans. Tout à fait. Donc en 2008, il y en a eu. Cette année, il y en aura. Et la réponse qui est faite par le gouvernement, c'est que le législateur prévoit qu'il y aura des élections en fin d'année. L'exécutif qui sera là va fonctionner avec les commissions paritaires des 2 collectivités de façon plénière. Et 3 mois après l'installation de cet exécutif, lui-même devra organiser de nouvelles élections pour bénéficier de ses propres instances paritaires, aussi bien comité d'hygiène et de sécurité, commission administrative paritaire, tout ça pour dire que l'organisation même, en termes d'organigramme, ne pourra se faire que par l'exécutif qui sera en place. Et on aura l'occasion de faire une émission spécialement justement pour ça, connaître l'organisation. Est-ce que ça vous intéresse de piloter une telle assemblée unique, vous? Eh bien, moi je l'ai déjà dit, si Dieu me prête vie, je serai présent à ces élections. Très bien. Apparemment, vous n'aimez pas, on a appris à vous connaître, vous n'aimez pas les choses qui traînent, tout ce qui traîne se salit. Tout à fait. En général, la situation du PUG n'est pas là pour assurer les étudiants. En patauge, il faut encore changer les têtes. Anne Corval est encore en Guyane, le projet de décret est arrivé. Expliquez-nous, éclaircissez un petit peu pour les téléspectateurs, comment ça se passe aujourd'hui? Eh bien, pour mémoire, il faut rappeler que nous avons signé un protocole de fin de conflit le 11 novembre dernier. Nous-mêmes, dans la mesure où j'ai été destinataire d'un courrier au mois de novembre de Madame la ministre qui nous invitait à prendre part dans la mise en œuvre de cette université, à être inventif et à faire en sorte à ce que cette université s'inscrive dans l'identité régionale. Donc, le Conseil général a pris à bras le corps ce problème et nous avons décidé de mettre en place une initiative qui consiste à aller voir comment une transition pour des universités qui ont vécu la même situation, comment la transition s'est passée. C'est ainsi que nous allons partir, le collègue Karam, moi-même, et donc Monsieur Linguet et un administratif du pôle Guyane, de l'université de Guyane, je serais tenté de dire, nous nous rendrons dans le sud de la France afin de rencontrer notamment Aix-Marseille, l'université d'Aix-Marseille, l'université d'Avignon, le maire d'Arles qui a donc sur le plan politique qui s'est investi dans les moyens apportés dans une université du sud de la France. Et puis bien sûr, des exemples pour mettre en place. Voilà. Et puis bien sûr, alors ce n'est pas aller copier ce qui se fait là-bas, puisque je le rappelle, la question du choix de toutes les questions pédagogiques ces questions-là doivent relever en tout cas du monde universitaire. Et tout ce qui est donc politique en termes de coopération que nous pourrions avoir avec les voisins, en termes de statut même, en termes de configuration administrative de cette université et les collectivités qui y seront, eh bien là, nous n'avons rien à inventer, parce que je le rappelle qu'historiquement, toutes les universités qui se sont créées en France l'ont été à l'initiative de collectivités territoriales. Très bien. Alain Tchenlong, on peut parler de tout. Je vous mets à l'aise effectivement sur certaines questions, qu'on le dise à certains téléspectateurs. Il y a des invités qui ne demandent pas forcément à connaître les thèmes ni les questions en avance. Et on vous rend hommage pour ça, parce que tout le monde ne fonctionne pas forcément comme ça. Une réaction sur le président de l'Union du Carnaval que vous avez licencié. Le tribunal administratif a annulé cette décision. Alors, je ne me suis pas exprimé lors du licenciement. C'est un principe chez moi. Je considère que les affaires internes se traitent en interne.
Tout simplement, comme l'intéressé lui-même donc a mis ça sur la place publique, ce que je tiens à vous dire, vous allez constater tout simplement qu'on nous a demandé de lui verser ce qu'on lui doit, 4 000 euros, qui est solde de tout compte, tout en sachant qu'une réintégration n'a pas été sollicitée par le tribunal. Tout simplement. Voilà. Très bien. Donc pour ce qui mettrait votre autorité en doute, c'est vous le patron. Eh bien, moi, je n'aime pas parler de patron. J'aime bien dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, je suis président du Conseil général. Est-ce que c'était pas là une manière de... Je suis l'exécutif et il est clair que être exécutif d'une collectivité telle que le Conseil général, c'est être en responsabilité. Je prends tout simplement mes responsabilités. L'actualité en ce moment, c'est le carburant. Peu importe ce qui se passe, la population guyanaise est prise en otage sur l'affaire du carburant. Je dis bien l'affaire du carburant parce qu'on entend à longueur de médias des soi-disant spécialistes, mais personne n'est capable de donner une réponse claire à la population guyanaise. Donc peu importe la situation aujourd'hui, qu'elle se rétablisse ou pas, comment on en est arrivé là, Annette Janon ? Eh bien, nous avons eu la situation de 2008 où nous étions fortement impliqués, puisqu'il s'agissait pour nous de porter pendant 3 mois la baisse de 50 centimes. Puisque lorsque M. Jego, qui était ministre de l'Outre-mer à l'époque, avait fait la proposition d'un portage, nous en avons accepté le principe et nous l'avons fait. Aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est pas tant de savoir si on doit diminuer les marges des pétroliers, c'est de savoir si réellement on inscrit la Guyane dans son environnement. Donc aujourd'hui, nous avons des pays qui sont à côté de nous, qui produisent de l'essence et du gazoil qui peuvent être utilisés. Alors moi, j'aime rien quand on me parle de normes européennes, parce que je dis plus que ce sont des dispositifs de protectionnisme qui sont déguisés en normes européennes pour faire en sorte à ce que la consommation se fasse uniquement sur l'Europe. Mais ce que je dis là est valable pour tous les produits que nous achetons. Un exemple. Voilà. Lorsque les Guyanais vont au Suriname, par exemple, s'il faut parler du Suriname, lorsqu'ils reviennent, ils font le plein au Suriname. Mais moi-même, lorsque je vais au Suriname, je fais le plein au Suriname. Votre voiture fonctionne ? Mais je n'ai pas honte de le dire. Oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que je dis, nous avons cette manie d'intellectualiser les problèmes. Mais quand je dis ça, c'est valable pour l'administration centrale, pour le gouvernement, et puis aussi pour nous aussi, certains locaux ici. Nous passons des marchés avec des opérateurs sur le Maroni pour le transport scolaire. Mais c'est un exemple que je prends souvent. Oui. Les opérateurs soumissionnent avec des coûts d'exploitation intégrant le prix d'un litre acheté Guyane. Sauf que moi, j'étais au Suriname pendant la fin de l'année. Le prix donc le change était 1 euro, c'était $4,55. Ouais. Le gazoil coûtait moins de $4,55. Non, l'essence coûtait moins de $4,55 puisque le gazoil est plus cher au Suriname que l'essence. Et l'essence coûtait un peu plus d'1 euro. Donc, moins 1 euro pour le gazoil, pardon. Oui, oui. Moins 1 euro pour l'essence. 1,05 €, voire 10 centimes pour le gazoil. Vous voyez le nombre de centimes que nous perdons, mais c'est le contribuable. Parce que ce delta que j'aurais pu dégager sur les coûts d'exploitation, le Conseil général aurait pu les investir ailleurs. Mais c'est tout aussi simple que ça. Ce qui veut dire par là que si nous avions la possibilité d'aller vers une coopération solide, réelle avec le Suriname, nous aurions pu dire aux opérateurs qu'il y a un accord qui est signé avec le Suriname, dans la mesure où vous achetez l'essence, les fluides de l'autre côté, continuez de les acheter de l'autre côté, et nous, eh bien, nous allons vous demander tout simplement, dans votre coût d'exploitation, de soumissionner avec des prix essence achetée Albina. Donc, aujourd'hui, ce qui veut dire par là que tant que nous n'aurons pas une autre organisation qui nous permettra d'aller vers une réelle coopération, nous serons toujours là à tourner en rond. Non, mais c'est pas, moi dans ce type de débat, l'expérience que j'ai, c'est que si vous ne demandez pas et que vous ne tapez pas du poing sur la table, vous n'avez rien. Donc c'est une culture en France, sans doute, mais c'est pénible, c'est désagréable et ça vous pousse à baisser les bras, chose que je ne ferai pas en tout cas, puisque j'ai décidé de continuer de me battre pour ce pays et je continuerai de le faire. Un mot sur les municipales, vous les regardez de loin ou vous soutenez quelqu'un ? Je ne soutiens personne publiquement. Même pas votre frère ? Non, je l'ai dit. Lorsque je dis personne, c'est aucun candidat. Ça peut changer entre-temps. Donc, vous connaissez les changements politiques. Il y en a qui disent oui le lundi. Non, mais moi, je ne suis pas de ce genre. D'accord. Et vous allez constater que même la politique, ce n'est pas une affaire familiale. On va en parler. Sinon, j'aurais soutenu mon frère. Non, ce que j'ai dit, c'est que je n'ai jamais participé à aucune autre élection que celle de conseiller du canton Cayenne Sud-Ouest. Ça fait depuis 98.
mars 2014 va marquer ma 16e année effective en politique. C'est mon aucune autre ambition politique? C'est mon deuxième mandat de président du Conseil général. Je vous ai fait part de l'ambition que j'ai, c'est de continuer de travailler pour mon pays. Et je vous ai dit que si Dieu me prête vie, je serai présent aux élections pour la collectivité unique de mars 2015. Donc je ne peux pas être plus clair que ça. Tout simplement vous dire, qu'au municipal, j'irai voter comme tout citoyen lambda, je vote à Cayenne, je vais voter pour un candidat, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai mon statut de président du Conseil général, mais je garde toujours mon statut de citoyen lambda. Donc je vais faire valoir le deuxième statut en tout cas, et comme je l'ai annoncé, je ne prendrai pas part publiquement à cette campagne. Je ne vais pas publiquement dire pour qui je vais voter non plus. Ça n'allait pas vous poser la question. Tout en sachant que j'irai voter comme tout citoyen, et bien sûr, je vais voir qui sera élu maire de Cayenne, tout en sachant que pour ma part, quel que soit le maire, il me reste un an à travailler avec ce maire-là en tant que président du Conseil général, dans l'ère départementale, et puis si Dieu me prête vie, eh bien, si Dieu veut que l'année prochaine, c'est un an qui doit être président de cette collectivité unique, je continuerai de travailler avec tous les maires comme je l'ai toujours fait. Alors bien sûr, je n'allais pas vous demander pour qui vous allez voter, puisqu'il n'y aura pas eu de réponse, mais que pensez-vous malgré tout de l'ambiance, des alliances qu'on peut avoir ici et là, des alliances aujourd'hui, des changements de comportement demain? C'est de la politique, hein. C'est pas aujourd'hui qu'on le voit, mais qu'en pensez-vous? Quel regard vous avez sur tout ça? Vous n'allez pas pouvoir changer ça. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Maintenant, je l'exprime assez souvent. La politique, ce n'est pas un jeu. Nous sommes dans l'action publique. Chacun doit pouvoir se regarder un moment donné dans un miroir et se dire pourquoi je m'engage. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a des engagements qui sont sincères et d'autres qui sont pour d'autres intérêts que ceux de la collectivité, en tout cas. On en parle souvent. Donc, aujourd'hui, force est de constater, et moi je l'ai déjà dit, pour ma part, je ne me suis jamais inscrit dans aucun parti, même si je suis de sensibilité de gauche, parce que l'expérience que j'ai de la politique, depuis que je suivais ça avec mes parents qui m'emmenaient sur leurs épaules à l'époque où le Parti socialiste guyanais était très fort, était très fortement ancré, eh bien, pour ma part, j'ai toujours suivi ça. Mais ce qui me gêne, c'est que depuis que moi je suis en activité dans l'action publique, je n'aime pas dire la politique, je constate qu'il y a des alliances qui se font à un moment T, à un moment de l'élection, et 2 ans avant l'élection qui suit, ces alliances se défont. Donc, pour ma part, je suis clair, c'est vraiment regrettable que ce soit ça, mais comme je le dis, à chacun sa méthode, à chacun sa manière. Pour ma part, vous irez voter. Moi, j'irai voter, et comme j'aime à le dire, eh bien, si ces alliances doivent servir à l'intérêt général, tant mieux. Si tel n'est pas le cas, eh bien, à charge pour la population de faire son choix et de veiller à ce que, eh bien, les personnes qui seront choisies, puisque comme nous a dit côté nous, à couteau seulement qui savait qui est en Chayam, donc à charge pour les électeurs de faire le bon choix. Est-ce que vous avez déjà fait votre choix, en tout cas, vous savez déjà pourquoi? Mon choix est déjà fait. D'accord, très bien. On parle justement souvent de collectivité unique. Est-ce qu'on peut donner un point d'explication aux téléspectateurs de Focus sur ATG? Qui va voter pour la collectivité unique? Qui peut voter? L'ensemble des Guyanais, puisque nous avons 8 circonscriptions, avec un nombre d'élus qui sortiront de ces circonscriptions. Voilà. Mais là, il faudra nous inviter, en tout cas, inviter les services du Conseil général, voire du Conseil régional, pour une explication beaucoup plus large. Et à charge pour l'État, et c'est ce que j'ai demandé à mes services de me soumettre, en termes de courrier, de faire de la pédagogie, puisque là, c'est une nouvelle élection. Exact. Ce n'est pas c'est une élection de liste, mais qui ne sera pas vraiment similaire aux élections que nous avons connues par le passé, telles que l'élection régionale ou l'élection de maire, puisque chaque circonscription devra voter pour les représentants qui seront sur cette liste générale, mais qui seront sur une circonscription. Pour Cayenne, par exemple, c'est 12 élus qui sortiront de la circonscription de Cayenne. Sur Saint-Laurent, c'est 8. Sur la zone Mana à Wallace, donc 3, etc., etc. Donc, tous ces membres, pour la liste qui rentrera, donc qui aura la majorité de façon générale sur l'ensemble du territoire, aura la prime majoritaire de 11 sièges. Ensuite, il y a une deuxième répartition qui se fera au prorata du nombre de voix que le candidat qui arrivera en tête fera
dans chaque circonscription. Donc, tout ça est nouveau pour les lecteurs. On fera des émissions. Et il est clair que si on ne lui explique pas bien cela sans doute contribuera à ce que les gens ne se déplacent pas et à ce que l'abstention soit beaucoup plus importante qu'elle ne l'a été les années précédentes. On fera des émissions autour pour que le téléspectateur puisse bien comprendre les chantiers importants en ce moment pour le Conseil général. Ce sera ma dernière question. Collège à Patou, Kourou, réhabilitation de la cathédrale et également l'aérodrome à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, donc ce sont des chantiers, notamment les 2 collèges dont vous avez parlé, pour lesquels je me suis battu, puisque là aussi, quand on fait le lien avec la question des finances, vous voyez là, j'ai dû me battre sur quelque chose qui aurait dû être une évidence. C'est-à-dire réclamer à l'État, c'est les 17,5 millions qu'il devait mettre sur le contrat de projet État-région 2007-2013. Donc là, c'est à couteau tiré, ce qui n'est pas normal. Donc ces chantiers sont lancés pour une ouverture en septembre 2015. Et puis bien sûr, nous avons la réhabilitation de certain nombre de patrimoine, tel que la cathédrale que je vais visiter, puisque l'intérieur sera complètement repris. Et puis nous avons l'aérodrome de Saint-Laurent, pour ne citer que ces chantiers, sur lesquels nous avons un problème de sécurisation, de sécurité, puisque les enfants qui vont à l'école traversent cette piste. Et là aussi, ce sera question pour nous, puisque le marché sera attribué incessamment, de faire une clôture qui donc permettra de sécuriser cet aérodrome. Et puis, je l'ai dit aussi en d'autres lieux, nous avons eu un rendu du nombre de passagers sur Maripasoula. Aujourd'hui, le nombre de passagers dépasse donc les 10 000 par an, ce qui veut dire par là que l'aviation civile nous fait obligation de mettre un niveau de sécurité identique à celui que vous retrouvez, en tout cas au niveau que vous retrouvez à l'aéroport Félix-Éboué, avec les moyens liés à un aérodrome. Donc autant de choses que nous aurons à faire dans les années, les mois à venir, et puis tout en sachant que sur le plan politique, les 2 grands dossiers restent la mise en place de cette collectivité unique et puis la mise en œuvre de cette université de plein exercice que tout le monde a appelé de ses voeux. Très bien, merci en tout cas Alain Chen-Long, président du Conseil général. On rappelle 438 millions d'euros de dotation pour le Conseil général. Pour qu'il puisse fonctionner normalement, si je comprends bien, il en faudrait 800. Il en faudrait sans doute le double, puisque là, comme je vous l'ai dit, nous sommes vraiment limite, nous sommes à flux tendu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'effet ciseau, puisque, comme je l'ai rappelé, les charges sont beaucoup plus importantes que les recettes que nous recevons de la part de l'État et des taxes directes ou indirectes que nous avons. Est-ce que dans tout ça, vous aidez les jeunes chaînes audiovisuelles, comme ATG par exemple? C'est important aussi, la culture? Oui, tout à fait. Lorsque nous le pouvons, nous avons des conventions de partenariat avec notamment ATG sur un certain nombre de thématiques, puisque nous avons des modules avec vous notamment, que nous finançons. Mais là, ça participe de la nécessité pour nous que l'usager sache ce qui se fait au Conseil général, ce à quoi il a droit en tout cas, et pour ma part, cela rentre dans un cadre de partenariat normal où nous avons cette obligation, c'est d'informer la population sur nos missions et sur ce que cette population doit attendre d'une collectivité telle que la nôtre. Alain Chen-Long, merci en tout cas d'avoir participé à ce Focus Info et puis à bientôt, notamment pour la collectivité unique, et puis on voudra votre avis à la fin des municipales également. Je serai là, je serai donc disponible. En tout cas, je l'ai toujours été dès lors qu'il y a un credo. D'accord. Vous pouvez compter sur moi. Avec plaisir. Alain Chen-Long, merci beaucoup. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain, pas pour le Focus, mais demain pour notre 2e débat, premier magistrat, après Sina-Marie hier, place à la commune de Roura avec nos 2 candidats. Ils seront là, donc Claude Clovis et le maire sortant, David Richer. C'est à 20h demain, premier magistrat, ne ratez pas ce rendez-vous avec le grand témoin et le regard de jeunes également. Bonne soirée sur ATG et à demain.